Chers amis de la littérature, bonsoir. Je suis content de vous accueillir dans ce nouvel épisode du Feuilleton de l'été depuis mon bureau de Saint-Pétersbourg où je viens d'arriver. Le Feuilleton de l'été, c'est donc cette émission dont vous choisissez la suite. Et surtout, c'est l'émission où on s'est rendu compte que Albert Camus ne faisait pas le poids face à Mikhaïl Bulgakov. C'est donc la chute pour Albert Camus, mais je vous encourage bien sûr à finir ce texte parce que vous verrez qu'il fourmille d'observations certes pessimistes mais tout à fait intéressantes sur la nature humaine. Quoi qu'il en soit, nous allons maintenant reprendre la lecture de Maître et Marguerite de Bulgakov et puis, pour le plaisir, nous mettrons face à lui un texte qui, je l'espère, vous rappellera de beaux souvenirs. Maintenant, installez-vous confortablement, commençons. Il semble donc que vous ayez un goût marqué pour le fantastique. Vous avez été captivé par cette discussion qui s'est instaurée entre un poète et son éditeur, qui à l'origine était venu discuter d'un texte du poète sur Jésus, et qui furent interrompus par un drôle de personnage. Ils le prirent d'abord pour un étranger, puis pour un fou, puis pour un espion, mais plus la conversation avance, plus il développe le drôle de sentiment d'être face à quelqu'un ou quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Nous en sommes arrivés au moment où cet étranger cherche à démontrer à ses interlocuteurs l'existence de Jésus. Et pour ce faire, par un drôle de tour de magie, il va les mettre nez à nez face aux dernières heures de Jésus. Chapitre 2, Ponce Pilate. Drapé d'un manteau blanc, à doublure sanglante, et avançant de la démarche traînante propre au cavalier, un homme apparut sous le péristyle qui séparait les deux ailes du palais d'Hérode le Grand. C'était Ponce Pilate, procurateur de Judée. Le printemps était là, et l'aube du 14e jour du mois de Nisan se levait. Plus que tout au monde, le procurateur détestait le parfum de l'essence de rose. Or, depuis l'aube, cette odeur n'avait cessé de le poursuivre. Présage, certain, d'une mauvaise journée. Il semblait au procurateur que les palmiers et les cyprès du jardin exhalaient une odeur de rose, et qu'un léger parfum de rose se mêlait, tout à fait incongru, au relent de cuir et de sueur qui émanait des soldats de son escorte. Des arrière-salles du palais, où logeait la première cohorte de la 12e région Foudre, venue à Jérusalem avec le procurateur, montait une légère fumée qui gagnait le péristyle par la terrasse supérieure du jardin. À cette fumée un peu âcre, qui témoignait que les cuistots de centurie commençaient à préparer le repas du matin, venait encore se mêler, sucré et entêtant, le parfum de la rose. « Ô Dieu, Dieu, qu'ai-je fait pour que vous me punissiez ainsi ? Car il n'y a pas de doute, c'est encore lui, ce mal épouvantable, invincible, cette hémicranie qui me torture la moitié de la tête. Aucun remède contre cette douleur, nul moyen d'y échapper. Bon, je vais essayer de ne pas remuer la tête. » Sur le sol de la mosaïque, près de la fontaine, on avait déjà avancé un fauteuil. Le procurateur s'y assit, sans regarder personne, et tendit la main à hauteur de son épaule. Un secrétaire glissa, dans cette main, avec déférence, une feuille de parchemin. Sans pouvoir retenir une grimace de douleur, le procurateur parcourut rapidement le texte du coin de l'œil, puis rendit le parchemin au secrétaire et annonça avec difficulté. « C'est le prévenu de Galilée ? L'affaire a été soumise au tétrarque ? » « Oui, procurateur, répondit le secrétaire. « Eh bien, le tétrarque n'a pas voulu conclure, et il soumet la sentence de mort du sang et drain à votre ratification, dit le secrétaire. » La joue du procurateur fut parcourue d'un tic, et il ordonna d'une voix faible « Faites entrer l'accusé. » L'instant d'après, deux légionnaires montaient du jardin et pénétraient sous les colonnes, poussant devant eux un homme d'environ 27 ans, qu'ils amenèrent devant le fauteuil du procurateur. L'homme était vêtu d'une vieille tunique bleue, usée et déchirée, et coiffé d'un serre-tête blanc, maintenu autour du front par un étroit bandeau. Ses mains étaient liées derrière son dos. Il avait l'œil gauche fortement poché et le coin de la bouche fendu. Un filet de sang y séchait. Il regardait le procurateur avec une curiosité anxieuse. Après un moment de silence, celui-ci commença doucement en araméen. « Ainsi, c'est toi qui incitais le peuple à détruire le temple de Jérusalem ?» En prononçant ces mots, le procurateur demeura aussi immobile qu'une statue. Seuls ses lèvres remuèrent faiblement. Le procurateur demeura aussi immobile qu'une statue parce que sa tête brûlait d'une douleur infernale et qu'il redoutait le moindre mouvement. L'homme aux mains liées fit un pas en avant et commença « Bonhomme, crois-moi, je... » Mais le procurateur, toujours figé et élevant à peine la voix, l'interrompit aussitôt. « C'est moi que tu appelles bonhomme ? Tu te trompes, à Jérusalem tout le monde murmure que je suis un monstre féroce, et c'est parfaitement exact. » Du même ton monotone, il ajouta « Qu'on fasse venir le centurion. » Une ombre parut s'étendre sur la terrasse quand le centurion Marcus, chef de la première centurie et surnommé Morora, se présenta devant le procurateur. Morora dépassait d'une tête le plus grand des soldats de la Légion, et il était si large d'épaules que, littéralement, il cacha le soleil qui commençait à peine à s'élever au-dessus de l'horizon.
Le procurateur s'adressa au centurion en latin. « Le coupable, dit-il, m'a appelé bonhomme. Emmenez-le d'ici pendant quelques minutes afin de lui expliquer comment il convient de me parler. Évitez cependant de l'estropier. » Et tous, hormis l'immobile procurateur, suivirent du regard Marcus Morora, qui faisait signe aux détenus de le suivre. D'ailleurs, où qu'il se montrât, on suivait toujours Morora du regard à cause de sa taille et de son visage monstrueux qui frappait d'horreur ceux qui le voyaient pour la première fois. Son nez avait été écrasé jadis par la massue d'un germain. Les lourds demi-brodequins de Marcus claquèrent sur la mosaïque, suivis sans bruit par l'homme attaché. Un profond silence s'établit sous le péristyle, troublé seulement par le roucoulement des pigeons dans le jardin et par la petite musique compliquée mais agréable du jet d'eau de la fontaine. Le procurateur avait envie de se lever, de mettre son front sous la pluie du jet d'eau et de rester ainsi pour toujours. Mais même cela ne lui serait d'aucun secours, il le savait. En descendant vers le jardin, Morora prit un fouet des mains d'un légionnaire qui montait la garde au pied d'une statue de bronze et d'un geste négligent en frappa légèrement le détenu aux épaules. Le geste du centurion avait été léger et nonchalant, mais l'homme aux mains liées s'écroula aussitôt sous le sol, comme si on lui avait fauché les jambes. La bouche ouverte, il aspira l'air comme un noyé, toute coloration disparut de son visage et ses yeux roulèrent dans leurs orbites avec un regard dément. De la main gauche, Marcus ramassa l'homme et le souleva aussi aisément qu'il eût fait d'un sac vide, le remit sur ses pieds et lui dit d'un ton nasillard, en articulant plutôt mal que bien les mots araméens, « Appelez le procurateur romain Hégémon, pas dire d'autres mots, et pas bouger, toi compris, ou moi te battre ?» Le prisonnier chancela et faillit tomber, mais il se maîtrisa. Les couleurs lui revinrent, il reprit son souffle et répondit d'une voix rauque, « J'ai compris, ne me bats pas. » Un instant plus tard, il était de nouveau devant le procurateur. C'est une voix terne et malade qui demanda « Non ?»« Le mien ?» répondit hâtivement le détenu, dont toute l'attitude exprimait la volonté de faire des réponses sensées et de ne plus provoquer la colère de son interlocuteur. Le procurateur dit à mi-voix « Pas le mien, je le connais, ne te fais pas plus bête que tu ne l'es. Le tien, oui. »« Yeshua, dit précipitamment le prisonnier, tu as un surnom ? Hanosri. D'où es-tu ? » De la ville de Gamala, répondit le prisonnier, et tournant la tête à droite, il montra que là-bas, quelque part dans le nord, il existait une ville appelée Gamala. « Qui sont tes parents ? » « Je ne sais pas exactement, répondit vivement le détenu. Je ne me souviens plus de mes parents. On m'a dit que mon père était syrien. Où est ton domicile habituel ? Je n'ai pas de domicile habituel, avoua timidement le prisonnier. Je voyage de ville en ville. On peut dire ça plus brièvement. En un mot, tu es un vagabond. Tu as de la famille ? Personne. Je suis seul au monde. As-tu de l'instruction ? Oui. Connais-tu d'autres langues que l'araméen ? Oui, le grec. Une paupière enflée se souleva et un œil voilé par la souffrance se posa sur le prisonnier. L'autre œil resta fermé. Pilate dit en grec « Ainsi, c'est toi qui as incité le peuple à détruire l'édifice du temple de Jérusalem ?» À ces mots, le détenu parut s'animer. Ses yeux cessèrent d'exprimer la peur et il dit en grec « Mais bonne !» Une lueur d'effroi passa dans les yeux du prisonnier à l'idée du faux pas qu'il avait failli commettre. « Mais, Hégémon, jamais de ma vie je n'ai eu l'intention de détruire le temple. Je n'ai incité personne à une action aussi insensée. » L'étonnement se peignit sur le visage du secrétaire qui, penché sur une table basse, inscrivait les déclarations du prévenu. Il leva la tête, mais la baissa aussitôt sur son parchemin. Des gens de toutes sortes affluent en grand nombre dans cette ville pour les fêtes. Parmi eux, il y a des mages, des astrologues, des devins, des assassins, dit le procureur d'une voix monotone. Et il y a aussi des menteurs. Toi, par exemple, tu es un menteur. C'est écrit en toutes lettres. Il a appelé la population à détruire le temple. Tel est le témoignage des gens. Ces bonnes gens, dit le prisonnier, qui se hâta d'ajouter « Hégémon », n'ont aucune instruction. Ils ont compris tout de travers ce que je leur ai dit. Du reste, je commence à craindre que ce malentendu ne se prolonge très longtemps. Tout ça à cause de l'autre, qui note tout ce que je dis n'importe comment. Il y eut un silence. Cette fois, les deux yeux douloureux dévisagèrent pesamment le prisonnier. « Je te le répète pour la dernière fois. Cesse de faire l'idiot, brigand », prononça mollement Pilate. « Il y a peu de choses décrites sur toi, mais suffisamment pour te pendre. Non, non, Hégémon, dit le prisonnier, tendu par l'ardent désir de convaincre. Il y en a un qui me suit, et qui me suit tout le temps, et qui écrit continuellement sur un parchemin de bouc. Un jour, j'ai jeté un coup d'œil dessus, et j'ai été épouvanté. De tout ce qu'il a écrit là, je n'ai rigoureusement pas dit un mot. Je l'ai supplié, brûle, je t'en prie, brûle ce parchemin, mais il me l'a arraché des mains et s'est enfui. » « Qui est-ce » demanda Pilate d'un air dégoûté en se touchant la tempe du bout des doigts. « Matthieu Lévy » répondit de bonne grâce le prisonnier. « Il était collecteur d'impôts. Je l'ai rencontré pour la première fois sur la route de Béthanie, là où elle tourne devant la plantation de figuiers, et je lui ai parlé. Au début, il s'est montré plutôt hostile à mon égard, et il m'a même injurié. C'est-à-dire qu'il a pensé m'injurier en me traitant de chien. » Le détenu sourit. « Personnellement, je ne vois rien de mauvais dans cet animal pour qu'on soit offensé par ce mot. »
Le secrétaire cessa d'écrire et jeta à la dérobée un regard étonné, non pas sur le détenu, mais sur le procurateur. Cependant, continua Yeshua, en m'écoutant, il s'est peu à peu radouci, et finalement, il a jeté son argent sur le chemin et m'a dit que désormais, il voyagerait avec moi. De la joue gauche, Pilate esquissa un demi-sourire qui découvrit ses dents jaunes. D'une rotation de tout le buste, il se tourna vers son secrétaire et proféra « Ô Jérusalem, que ne peut-on entendre dans tes murs? Un collecteur d'impôts, entendez-vous cela, qui jette son argent sur les chemins ?» Ne sachant que répondre, le secrétaire jugea bon, à tout hasard, de copier le sourire de Pilate. Il m'a déclaré, dit Yeshua, pour expliquer l'étrange conduite de Matthieu Lévy, que désormais l'argent lui faisait horreur. Et puis, ajouta-t-il, il est devenu mon compagnon. Ricanant toujours silencieusement, le procurateur regarda le prisonnier, puis le soleil, qui continuait à monter, impitoyable, au-dessus des statues équestres de l'hippodrome, là-bas vers la droite, dans le fond de la vallée, et tout à coup, pris d'une sorte de nausée, il pensa que le plus simple serait d'expulser de la terrasse cet étrange brigand. Il suffirait pour cela de dire 2 mots, pendez-le, de renvoyer l'escorte par la même occasion, de rentrer dans le palais, de donner l'ordre de faire l'obscurité dans la chambre, de s'étendre sur le lit, de réclamer de l'eau fraîche, d'appeler son chien Banga d'une voix plaintive et de se faire consoler par lui de ses maux de tête insupportables. Et l'idée du poison passa, fugitive mais tentatrice, dans la tête malade du procurateur. Ses yeux troubles revinrent au prisonnier et il demeura un moment silencieux, essayant douloureusement de se rappeler pourquoi, sous l'impitoyable soleil matinal de Jérusalem, on lui avait amené ce prévenu au visage marqué de coups et quelle question qui n'intéresserait jamais personne d'ailleurs, il fallait encore lui poser. « Matthieu Lévy » demanda le malade d'une voix rauque, et il ferma les yeux. « Oui, Matthieu Lévy » répondit une voix aiguë qui lui fit mal. « Enfin, qu'as-tu dit à la foule du marché à propos du temple ?» Il sembla à Pilate que la voix qui lui parvenait lui transperçait la tempe, lui infligeait un supplice indicible. J'ai dit, et Gémon fit la voix, que le temple de la vieille foi s'écroulerait et que s'élèverait à sa place le nouveau temple de la vérité. Je me suis exprimé ainsi pour mieux me faire comprendre. Et qu'est-ce qui t'a pris, vagabond, d'aller au marché et de troubler le peuple en lui parlant de la vérité, c'est-à-dire de quelque chose dont tu n'as aucune notion? Qu'est-ce que la vérité? Dieu, pensa en même temps le procurateur, je lui pose là des questions qui n'ont aucun intérêt juridique, mon intelligence me trahit elle aussi. Et de nouveau, l'image d'une coupe pleine d'un liquide noirâtre traversa son esprit. Du poison, donnez-moi du poison. Et de nouveau, il entendit la voix. La vérité, c'est d'abord que tu as mal à la tête, et à tel point que lâchement tu songes à la mort. Non seulement tu n'as pas la force de discuter avec moi, mais il t'est même pénible de me regarder, de sorte qu'en ce moment, sans le vouloir, je suis ton bourreau, ce qui me chagrine. Tu n'es même pas capable de penser à quoi que ce soit. Ton rêve est simplement d'avoir ton chien auprès de toi, le seul être apparemment auquel tu sois attaché. Mais tes tourments vont cesser à l'instant, ta tête ne te fera plus souffrir. Le secrétaire resta la plume en l'air et regarda le prisonnier avec des yeux ronds. Pilate leva vers le prisonnier des yeux de martyr et vit que le soleil était déjà au-dessus de l'hippodrome, qu'un de ses rayons s'était glissé sous le péristyle et rampait vers les sandales éculées de Yeshua et que celui-ci s'en écartait pour rester à l'ombre. Le procurateur se leva alors de son fauteuil, pressa sa tête entre ses mains et une expression d'épouvante se peignit sur son visage, glabre et jaunâtre. Mais il la réprima aussitôt par un effort de volonté et se rassit. Le détenu, cependant, poursuivait son discours, mais le secrétaire n'écrivait plus rien. Le cou tendu, comme une oie, il s'efforçait seulement de ne pas en perdre un mot. « Et voilà, c'est fini, dit le prisonnier, en regardant Pilate avec bienveillance. Et j'en suis extrêmement heureux. Je te conseillerais bien, Hégémon, de quitter ce palais, pour un temps, et d'aller te promener à pied dans les environs, ne serait-ce que dans les jardins du Mont des Oliviers. L'orage n'éclatera. » Le détenu se tourna et regarda vers le soleil en clignant des yeux, que plus tard dans la soirée. Cette promenade te fera grand bien, et je t'y accompagnerai avec plaisir. J'ai en tête quelques idées nouvelles qui pourraient, je crois, t'intéresser, et je t'en ferai part volontiers, d'autant plus que tu me fais l'effet d'un homme fort intelligent. Le secrétaire pâlit mortellement et laissa choir son rouleau de parchemin. Le malheur, continua l'homme aux mains liées, que décidément rien n'arrêtait, c'est que tu vis trop enfermé et que tu as définitivement perdu confiance en autrui. On ne peut tout de même pas, admets-le, reporter toute son affection sur un chien. Ta vie est pauvre, Hégémon. Sur quoi l'orateur se permit de sourire. Le secrétaire maintenant ne pensait plus qu'à une chose. Devait-il ou non croire ce qu'il entendait? Il le fallait bien. Il essaya alors d'imaginer quelle forme fantastique prendrait la fureur de l'irascible procureur devant la témérité inouïe du prisonnier. Mais cela, le secrétaire ne pouvait pas l'imaginer, quoiqu'il connût fort bien le procurateur. Et l'on entendit la voix brisée et rauque du procurateur qui disait en latin « Détachez-lui les mains ». Un légionnaire de l'escorte frappa le sol de sa lance, la passa à son voisin, s'approcha et défit les liens du prisonnier. Le secrétaire ramassa son rouleau et décida, jusqu'à nouvel ordre, de ne rien écrire et de ne s'étonner de rien. « Avoue-le, demanda doucement Pilate en grec, tu es un grand médecin. Non, procurateur, je ne suis pas médecin, répondit le détenu en frottant avec délectation ses poignets meurtris, enflés et rougis.
Les sourcils froncés, Pilate fouilla du regard le prisonnier, mais la brume qui voilait ce regard avait disparu, et on y retrouvait les étincelles bien connues. « Au fait, dit Pilate, je ne t'ai pas demandé. Tu connais le latin » ? « Oui, je le connais, répondit le détenu. Les joues jaunes de Pilate se colorèrent, et il demanda en latin. « Comment as-tu su que je désirais appeler mon chien » ? Très simplement, répondit le prisonnier dans la même langue. Tu as passé la main en l'air, il répéta le geste de Pilate, comme si tu voulais donner une caresse, et de tes lèvres, oui bon, dit Pilate. Et ils se turent. Puis Pilate demanda en grec. Ainsi, tu es médecin ? Non, non, répondit vivement le prisonnier. Crois-moi, je ne suis pas médecin. Bon, si tu veux garder le secret là-dessus, garde-le. Cela n'a pas de rapport direct avec ton affaire. Donc, tu affirmes que tu n'as pas appelé le peuple à démolir, ou à incendier, ou à détruire d'une façon ou d'une autre le temple de Jérusalem. Je le répète, Hégémon, je n'ai jamais appelé personne à de tels actes. Est-ce que j'ai l'air d'un faible d'esprit ? Oh, certes, tu n'as rien d'un faible d'esprit, répondit doucement le procurateur, avec un sourire inquiétant. Alors jure que tout cela est faux. Sur quoi donc veux-tu que je jure ? Demanda avec une vive animation l'homme aux mains déliées. Eh bien, sur ta vie, par exemple, répondit le procurateur. C'est le moment, d'ailleurs, car elle n'est pendue qu'à un fil, sache-le. T'imaginerais-tu, par hasard, que ce fil, c'est toi qui l'as pendu, Hégémon ? Demanda le prisonnier. En ce cas, tu te trompes lourdement. Pilate sursauta et répondit entre ses dents. Mais ce fil, je peux le couper ? Là aussi tu te trompes, répliqua le détenu avec un sourire lumineux en mettant sa main devant ses yeux pour se protéger du soleil. Tu admettras bien, sans doute, que seul celui qui a pendu ce fil peut le couper. Bien, bien, dit Pilate en souriant. Je ne m'étonne plus maintenant que les badauds de Jérusalem te suivent à la trace. Je ne sais pas qui a pendu ta langue, mais pour être bien pendue, elle l'est. À propos, dis-moi, est-il vrai que tu es entré à Jérusalem par la porte des brebis, monté sur un âne et accompagné de toute une populace qui t'accueillait avec des cris comme si tu étais on ne sait quel prophète ? Le détenu regarda Pilate avec perplexité. « Je n'ai jamais eu d'âne, Hégémon, dit-il. Je suis bien entré à Jérusalem par la porte des brebis, mais à pied, et accompagné uniquement de Matthieu Lévy, et personne n'a rien crié, puisqu'à ce moment-là, personne à Jérusalem ne me connaissait. Et ne connais-tu pas, continua Pilate, sans détacher ses yeux du prisonnier, un certain Dismas, un certain Estas, et un troisième nommé Barabbas ? Je ne connais pas ces bonnes gens, répondit le prisonnier. C'est vrai ? C'est vrai. Et maintenant, dis-moi, pourquoi emploies-tu tout le temps ces mots, bonnes gens ? Appelles-tu donc tout le monde comme ça ? Tout le monde, oui, répondit le détenu. Il n'y a pas de mauvaises gens sur terre. C'est la première fois que j'entends ça, dit Pilate en riant. Mais peut-être que je connais mal la vie. Inutile de noter tout cela, ajouta-t-il en se tournant vers le secrétaire, bien que celui-ci eût cessé de noter quoi que ce fût. Tu as lu cela dans un livre grec, sans doute ? Reprit-il en s'adressant au détenu. Non, j'ai trouvé cela tout seul. Et c'est ce que tu prêches ? Oui. Mais le centurion Marcus, par exemple, qu'on a surnommé Morora, il est bon lui aussi ? Oui, répondit le prisonnier, il est vrai que c'est un homme malheureux, depuis que des gens l'ont défiguré, il est devenu dur et cruel, ce serait intéressant de savoir qui l'a mutilé ainsi. Je te l'apprendrai volontiers, dit Pilate, car j'en ai été témoin. De bonnes gens, des Germains, se sont jetés sur lui comme des chiens sur un ours. Ils se sont cramponnés à son cou, à ses bras, à ses jambes. La manipule d'infanterie dont il faisait partie était tombée en embuscade. Et si la turme de cavalerie que je commandais n'avait pas réussi une percée de flanc, tu n'aurais pas l'occasion, philosophe, de parler à Morora. C'était la bataille d'Idis Tavisius Campus dans la vallée des Vierges. Si j'avais l'occasion de lui parler, dit le détenu d'un air soudain rêveur, je suis certain qu'il changerait du tout au tout. Je présume, répondit Pilate, que le légat de la région ne serait pas très heureux si tu avisais de parler à l'un de ses officiers ou de ses soldats. D'ailleurs, pour le bien de tous, cela ne se produira pas et je serai le premier à y veiller. À ce moment, entra en coup de vent sous le péristyle une hirondelle. Elle décrivit un cercle sous le plafond doré, frôla de son aile pointue le visage d'une statue d'airain dans sa niche et alla se cacher derrière le chapiteau d'une colonne. Elle avait sans doute l'intention d'y faire son nid. Tandis que le procurateur la suivait du regard, une formule était née dans sa tête, à présent claire et légère. Sa teneur était la suivante. L'Hégémon a examiné l'affaire du philosophe vagabond Yeshua, surnommé Anosri, et n'y a trouvé aucun délit. En particulier, il n'a pas trouvé le plus petit lien entre les actes de Yeshua et les désordres qui se sont produits récemment à Jérusalem. Le philosophe vagabond est apparu comme un malade mental, en conséquence de quoi le procurateur ne ratifie pas la sentence de mort prononcée par le petit saint Andrin contre Anosri. Mais considérant que les discours utopiques et insensés de Anosri peuvent être cause d'agitation à Jérusalem, le procurateur exile Yeshua de cette ville et le condamne à être emprisonné à Césarée, sur la mer Méditerranée, c'est-à-dire au lieu même de résidence du procurateur. Restait à dicter cela au secrétaire. Un froissement d'aile passa juste au-dessus de la tête de l'Hégémon. L'hirondelle se leva vers la vasque de la fontaine, prit son essor et gagna le large. Le procurateur leva les yeux sur le détenu, près duquel il vit s'élever une colonne de poussière lumineuse. « C'est tout pour lui » demanda Pilate à son secrétaire. «
Non, malheureusement fut la réponse inattendue de celui-ci, qui tendit à Pilate une autre feuille de parchemin. « Qu'est-ce que c'est encore » demanda Pilate en fronçant les sourcils. Dès qu'il eut jeté les yeux sur le parchemin, le changement de son visage se fit plus frappant encore. Le sang noir avait-il soudain afflué à son cou et à sa figure, ou s'était-il produit quelque autre phénomène? Toujours est-il que sa peau, de jaune qu'elle était, avait pris une teinte brune foncée, et que ses yeux semblaient s'être soudain enfoncés dans leurs orbites. Ce fut sans doute encore la faute du sang qui montait dans ses tempes et y battait, mais la vue du procurateur se brouilla étrangement. Ainsi, il crut voir la tête du détenu s'évanouir dans l'air et une autre tête apparaître à sa place. Cette tête chauve portait une couronne d'or aux fleurons espacés. Son front était marqué d'une plaie circulaire enduite d'onguents qui lui rongeait la peau. La bouche était tombante et édentée et la lèvre inférieure pendait, avec une moue capricieuse. Pilate eut l'impression que les colonnes roses du péristyle avaient disparu, comme au loin, surplombées par le palais, les toits de Jérusalem, et que tout alentour était noyé dans la verdure touffue des jardins de Caprée. Son oreille fut également le siège d'un étrange phénomène. Il entendait au loin comme une sonnerie de trompette, faible mais menaçante, dominée par une voix nasillarde qui martelait les syllabes avec arrogance, la loi sur le crime de lèse-majesté. Des pensées fugitives, bizarres et incohérentes traversèrent son esprit. Il est perdu. Puis nous sommes perdus. Et parmi elles, on ne sait quelle idée absurde d'immortalité. Et cette idée d'immortalité provoqua chez Pilate, on ne sait pourquoi, une intolérable angoisse. Le procureur tendit ses forces pour chasser cette vision. Son regard revint sur le péristyle et de nouveau, ses yeux rencontrèrent ceux du prisonnier. Quel sera le sort de ce pauvre Yeshua? Cette vision du passé va-t-elle convaincre l'éditeur et le poète de l'existence de Jésus? Mais surtout, quelle sera l'issue de cette drôle de conversation? Pour le savoir, il suffit de me dire en commentaire si vous souhaitez que je poursuive cette lecture. Mais peut-être préférerez-vous plutôt que nous poursuivions la lecture du roman que nous allons commencer maintenant. Il s'agit d'un chef-d'œuvre de la littérature de fantasy, Bilbo le Hobbit de Tolkien, roman donc paru en 1937. Installez-vous encore plus confortablement et laissez s'envoler votre imagination. Chapitre 1er. Une réception inattendue. Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, salé, humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère sointante, non plus qu'un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni sur quoi manger. C'était un trou de hobbit, ce qui applique le confort. Il y avait une porte tout à fait ronde comme un hublot, peinte en vert, avec un bouton de cuivre jaune bien brillant, exactement au centre. Cette porte ouvrait sur un vestibule en forme de tube, comme un tunnel très confortable, sans fumée, aux murs lambrissés, au sol dallé et garni de tapis. Il était meublé de chaises cirées et de quantité de patères pour les chapeaux et pour les manteaux. Le hobbit aimait les visites. Le tunnel s'enfonçait assez loin, mais pas tout à fait en ligne droite, dans le flanc de la colline. La colline, comme tout le monde l'appelait à des lieux alentours, et l'on y voyait maintes petites portes rondes, d'abord d'un côté, puis sur un autre. Le hobbit n'avait pas d'étage à grimper. Chambre, salle de bain, cave, réserve, celles-ci nombreuses, penderie, il y avait des pièces entières consacrées aux vêtements, cuisine, salle à manger, tout était de plein pied, et en fait dans le même couloir. Les meilleures chambres se trouvaient toutes sur la gauche en entrant, car elles étaient les seules à avoir des fenêtres circulaires et profondes, donnant sur le jardin et les prairies qui descendaient au-delà jusqu'à la rivière. Ce hobbit était un hobbit très cossu, et il s'appelait Baggins. Les Baggins habitaient le voisinage de la colline depuis des temps immémoriaux, et ils étaient très considérés, non pas seulement parce que la plupart d'entre eux étaient riches, mais aussi parce qu'ils n'avaient jamais d'aventure et ne faisaient rien d'inattendu. On savait ce qu'un Baggins allait dire sur n'importe quel sujet, sans avoir la peine de lui demander. Ceci est le récit de la façon dont un Baggins eut une aventure, et se trouva à dire et à faire les choses les plus inattendues. Il se peut qu'il y ait perdu le respect de ses voisins, mais il y gagna, eh bien, vous verrez bien s'il y gagna quelque chose en fin de compte. La mère de notre hobbit, mais qu'est-ce que les hobbits? Je pense que de nos jours, une description est nécessaire, vu la raréfaction de leur espèce et leur crainte des grands, comme ils nous appellent. Ce sont, ou c'étaient, des personnages de taille menue, à peu près la moitié de la nôtre, plus petits donc que les nains barbus. Et les hobbits sont imberbes. Il n'y a guère de magie chez eux que celle, tout ordinaire et courante, qui leur permet de disparaître sans bruit et rapidement quand les grands idiots comme vous et moi s'approchent lourdement en faisant un bruit d'éléphant et qu'ils peuvent entendre d'1 kilomètre. Ils ont une légère tendance à bedonner. Ils s'habillent de couleurs vives, surtout le vert et le jaune. Ils ne portent pas de souliers, leurs pieds ayant la plante faite d'un cuir naturel et étant couverts du même poil brun et épais et chaud que celui qui garnit leur tête et qui est frisé. Ils ont de longs doigts bruns et agiles, de bons visages, et ils rient d'un rire ample et profond, surtout après les repas qu'ils prennent 2 fois par jour quand ils le peuvent. Et maintenant, vous en savez assez pour la poursuite de notre récit.
Or donc, la mère de ce hobbit, c'est-à-dire Bilbo Baggins, était la fameuse Belladone Took, l'une des 3 remarquables filles du vieux Took, chef des hobbits qui habitaient de l'autre côté de l'eau, à savoir la petite rivière courant au pied de la colline. On disait souvent, dans les autres familles, qu'au temps jadis, l'un des ancêtres Took avait dû épouser une fée. C'était absurde, bien sûr, mais il y avait tout de même chez eux, sans nul doute, quelque chose qui n'était pas entièrement hobbital. Et de temps à autre, les membres du clan Took se prenaient à avoir des aventures. Ils disparaissaient et la famille n'en soufflait mot. Mais il n'en restait pas moins que les Took n'étaient pas aussi respectables que les Baggins, bien qu'ils fussent incontestablement plus riches. Ce n'est pas que Belladone Took ait eu des aventures après être devenue Madame Bungo Baggins. Bungo, le père de Bilbo, construisit pour elle, en partie avec son argent, le plus luxueux des trous de Hobbit qui se put voir sous la colline, sur la colline et de l'autre côté de l'eau, et ils demeurèrent là jusqu'à la fin de leur jour. Mais si Bilbo, fils unique de Belladone, ressemblait en tout point par les traits et le comportement à une seconde édition de son solide et tranquille père, il devait avoir pris, aux côtés Took, une certaine bizarrerie dans sa manière d'être, quelque chose qui ne demandait qu'une occasion pour se révéler. Cette occasion ne se présenta jamais avant que Bilbo ne fût tout à fait adulte. Il avait alors environ 25 ans, il habitait dans le beau trou de Hobbit qu'avait construit son père et que j'ai décrit plus haut, et il semblait qu'il s'y fût établi immuablement. Un matin, il y a bien longtemps, du temps que le monde était encore calme, qu'il y avait moins de bruit et davantage de verdure, et que les hobbits étaient encore nombreux et prospères, Bilbo Baggins se tenait debout à sa porte après le petit déjeuner, en train de fumer sur une énorme et longue pipe de bois qui descendait presque jusqu'à ses pieds laineux et brossait avec soin. Par quelque curieux hasard, vient à passer Gandalf. Gandalf, si vous aviez entendu le quart de ce que j'ai entendu raconter à son sujet, et ce que j'ai entendu ne représente qu'une bien petite partie de tout ce qu'il y a à entendre, aucune histoire, fût-ce la plus extraordinaire, ne vous étonnerait. Histoires et aventures jaillissent de la façon la plus remarquable partout où il allait, et il n'était pas passé par ce chemin au pied de la colline depuis des éternités, en fait, pas depuis la mort de son ami le vieux Took, et les hobbits avaient presque oublié son aspect. Il était parti au-delà de la colline et de l'autre côté de l'eau pour des affaires personnelles à l'époque où il n'était que des petits hobbits et des petites hobbits. Bilbo, qui ne se doutait de rien, ne vit ce matin-là qu'un vieillard appuyé sur un bâton. L'homme portait un chapeau bleu, haut et pointu, une grande cape grise, une écharpe de même couleur par-dessus laquelle sa longue barbe blanche descendait jusqu'à la taille et d'immenses bottes noires. « Bonjour, dit Bilbo. » Il était sincère, le soleil brillait et l'herbe était très verte. Mais Gandalf le regarda de sous ses longs sourcils broussailleux qui dépassaient encore le bord de son chapeau ombreux. « Qu'entendez-vous par là ?» dit-il. « Me souhaitez-vous le bonjour, ou constatez-vous que c'est une bonne journée, que je le veuille ou non, ou que vous vous sentez bien ce matin, ou encore que c'est une journée où il faut être bon ?» « Tout cela à la fois, dit Bilbo, et c'est une très belle matinée pour fumer une pipe dehors par-dessus le marché. Si vous en avez une sur vous, asseyez-vous et profitez de mon tabac. Rien ne presse, nous avons toute la journée devant nous. » Bilbo s'assit alors sur un banc qui se trouvait à côté de sa porte, croisa les jambes et lança un magnifique rond de fumée grise qui s'éleva sans se rompre et s'en alla en flottant par-dessus la colline. « Très joli, dit Gandalf, mais je n'ai pas le temps de faire des ronds de fumée ce matin. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure que j'arrange et c'est très difficile à trouver. Je le crois aisément dans ces parages. Nous sommes des gens simples et tranquilles, et nous n'avons que faire d'aventures. Ce ne sont que de vilaines choses, des sources d'ennui et de désagréments. Elles vous mettent en retard pour le dîner. Je ne vois vraiment pas le plaisir qu'on puisse y trouver, dit notre Baggins. Et il passa un pouce sous ses bretelles, tout en émettant un nouveau rond de fumée encore plus grand que le précédent. Puis, il prit son courrier du matin et se mit à lire, faisant semblant de ne plus prêter attention au vieillard. Il avait décidé que celui-ci n'était pas tout à fait de son bord, et il voulait le voir partir. Mais l'autre ne bougea pas. Il resta appuyé sur son bâton à regarder le hobbit sans rien dire, jusqu'à ce que Bilbo en ressentit une certaine gêne et même quelque irritation. « Bonjour, dit-il enfin, nous ne voulons pas d'aventure par ici. Je vous remercie. Vous pourriez essayer au-delà de la colline ou de l'autre côté de l'eau. » Il entendait par là que la conversation était terminée. « À combien de choses vous sert ce mot « bonjour » fit remarquer Gandalf. « Vous voulez maintenant dire que vous désirez être débarrassé de moi et que le jour ne sera pas bon tant que je n'aurai pas passé mon chemin. Pas du tout, cher monsieur. Voyons, je ne crois pas connaître votre nom. » Si, cher monsieur. Et moi, je connais le vôtre, monsieur Bilbo Baggins, et vous savez le mien, quoique vous ne vous rappeliez pas le rapport qu'il y a entre lui et moi. Je suis Gandalf, et Gandalf, c'est moi. Comment pensez que je vivrai assez pour que le fils de Belladone Took me salue d'un bonjour comme si je vendais des boutons à la porte ? Gandalf, Dieu du ciel,
Pas le magicien errant qui donna au vieux Touc une paire de boutons de diamants magiques qui s'agrafaient d'eux-mêmes et qui se défaisaient que sous son ordre express. Pas le personnage qui racontait dans les réunions de si merveilleuses histoires de dragons, de géants, de délivrance de princesses et de la chance inespérée de fils de veuve. Pas l'homme qui faisait des feux d'artifice si parfaits. Ah, je me les rappelle ceux-là. Le vieux Touc les avait la veille de la Saint-Jean, splendides. Ils s'élevaient comme de grands lys, des gueules de lion, des citis de feu, et restaient longtemps suspendus dans le crépuscule. Vous pourrez déjà remarquer que Monsieur Baggins n'était pas aussi prosaïque qu'il se plaisait à le croire, et qu'il aimait aussi beaucoup les fleurs. Mon Dieu, poursuivit-il, pas le Gandalf qui fut responsable de ce que tant de garçons et de filles bien tranquilles aient pris le large pour de folles aventures. Cela allait de grimper aux arbres, à faire visite aux elfes, ou à s'embarquer sur des navires pour d'autres rivages. Dieu me bénisse, la vie était tout à fait intéressante. Je veux dire qu'à un moment, vous avez bien perturbé les choses par ici. Je vous demande pardon, mais je n'avais aucune idée que vous étiez encore en activité. Et où voudriez-vous que je fusse, dit le magicien. Enfin, je suis quand même content de voir que vous vous souvenez un peu de moi. Vous semblez garder un bon souvenir de mes feux d'artifice, en tout cas. Et ce n'est pas sans espoir. De fait, en considération de votre grand-père Touc, de cette pauvre Belladone, je vous accorderai ce que vous m'avez demandé. Mais je vous demande pardon, mais je ne vous ai rien demandé. Si, par 2 fois maintenant. Mon pardon et je vous l'accorde. En fait, j'irai même jusqu'à vous lancer dans cette aventure. Ce sera très amusant pour moi et très bon pour vous, sans compter le profit très probable si vous réussissez. Je regrette, je ne veux pas d'aventure, merci. Pas aujourd'hui, bonjour, mais venez prendre le thé quand vous voudrez. Pourquoi pas demain? Venez demain, au revoir. Sur quoi, le hobbit se détourna et se réfugia vivement derrière sa porte ronde et verte qui l'enferma aussi vite que le permettait la politesse. Après tout, les magiciens sont des magiciens. Pourquoi diable l'ai-je invité à prendre le thé, se demanda-t-il, tout en se rendant au garde-manger. Il venait de prendre son petit déjeuner, mais il pensait qu'un ou 2 gâteaux et un verre de quelque chose lui feraient du bien après sa peur. Cependant, Gandalf était resté debout à la porte, et il rit longuement, mais en silence. Après un moment, il s'approcha du ventail, et du fer de son bâton, il traça un signe bizarre dans la belle peinture verte. Puis il s'enfuit à grands pas, à peu près au moment où Bilbo achevait son second gâteau, et commençait à penser qu'il avait fort bien esquivé les aventures. Le lendemain, il avait complètement oublié Gandalf. Il n'avait pas très bonne mémoire des choses, à moins de les inscrire sur son agenda, comme ceci. Thé Gandalf mercredi. La veille, il était trop agité pour rien faire de la sorte. Juste avant l'heure du thé, une retentissante sonnerie se fit entendre à la porte, et alors il se souvint. Il se précipita pour mettre la bouilloire à chauffer, sortit une seconde tasse et 1 ou 2 gâteaux supplémentaires, puis il courut à la porte. « Excusez-moi de vous avoir fait attendre », quand il vit que ce n'était nullement Gandalf, mais un nain avec une barbe bleue passée dans une ceinture dorée et des yeux brillants sous son capuchon vert foncé. Aussitôt la porte ouverte, il entra comme s'il était attendu. Il suspendit son capuchon à la patère la plus proche et dit, avec un plus profond salut, « Dwalin, pour vous servir. » Bilbo Baggins, à votre disposition, dit le hobbit, trop surpris sur le moment pour poser des questions. Le silence qui survint devenant gênant, il ajouta « J'étais sur le point de prendre le thé. Venez le partager avec moi, je vous en prie. » C'était dit d'un ton peut-être un peu raide, mais il n'y mettait aucune mauvaise intention. Et que feriez-vous si un nain non invité venait suspendre ses effets dans votre vestibule sans un mot d'explication? Il n'était pas à table depuis bien longtemps, à peine en fait était-il au 3e gâteau, quand il eut un nouveau coup de sonnette plus fort encore que le premier. « Excusez-moi, dit le hobbit. » Et il s'en fut répondre à la porte. « Ainsi, vous voilà enfin !» C'est ce qu'il s'apprêtait à dire à Gandalf, mais cette fois, il n'y avait pas là de Gandalf. À sa place se tenait sur le seuil un nain d'aspect âgé, avec une barbe blanche et un capuchon écarlate. Et lui aussi entra d'un pas sautillant, aussitôt la porte ouverte, tout comme s'il avait été invité. « Je vois qu'ils ont déjà commencé d'arriver, » dit-il, en apercevant au porte-manteau le capuchon vert de Dwalin. Il suspendit à son côté son manteau rouge et dit, la main sur le cœur, « Balin, pour vous servir. »« Merci, » répondit Bilbo, suffoqué. Ce n'était pas exactement ce qu'il eût convenu de dire, mais le « ils ont commencé d'arriver » l'avait grandement troublé. Il aimait recevoir des visiteurs, mais il aimait aussi les connaître avant leur arrivée, et il préférait les inviter lui-même. La pensée affreuse lui vint que les gâteaux pourraient manquer, et alors, en tant qu'hôte, il connaissait son devoir, et s'y tenait, quelque pénible que ce fût, il y faudrait peut-être s'en passer. « Venez prendre le thé. » parvint-il à dire en respirant profondément. « Je préférerais un peu de bière, si cela vous est égal, mon bon monsieur, » dit Balin à la barbe blanche. « N'ai-je bien du gâteau à l'anis, si vous en avez. » Des quantités, répondit Bilbo à sa propre surprise. Il s'aperçut en même temps qu'il courait à la cave pour remplir une chope d'une pinte, puis à la réserve pour chercher de magnifiques gâteaux ronds à l'anis qu'il avait fait cuire dans l'après-midi, comme friandises d'après le dîner. À son retour, Balin et Dwalin bavardaient à la table comme de vieux amis. De fait, ils étaient frères. Bilbo posa, avec quelques brusqueries, la bière et les gâteaux devant eux, quand retentit des réchefs un violent coup de sonnette,
puis un autre. C'est Gandalf, pour sûr cette fois, pensa-t-il en courant, haletant dans le couloir. Mais non, c'était encore 2 nains, tous deux portant des capuchons bleus, des ceintures d'argent et des barbes blondes. Tous deux avaient à la main un sac d'outils et une pelle. Aussitôt la porte embraillée, ils entrèrent en sautillant. Bilbo fut à peine surpris. « Que puis-je pour vous, mes braves nains » demanda-t-il. « Kili, pour vous servir, dit l'un. Et Fili, ajouta l'autre, tandis que tous deux rabattaient leurs capuchons bleus et s'inclinaient. À votre service et à celui de votre famille, répondit Bilbo, en observant cette fois les convenances. Je vois que Dwalin et Balin sont déjà là, dit Kili. Allons rejoindre la foule. La foule, pensa Baggins. Je n'aime pas trop cela. Il faut vraiment que je m'asseye une minute pour rassembler mes esprits et boire quelque chose. Il n'avait avalé qu'une petite gorgée dans le coin, tandis que les 4 nains assis autour de la table parlaient de mines d'or, de difficultés avec les gobelins, de déprédations commises par des dragons et quantité d'autres choses qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils ne désiraient pas comprendre car elles paraissaient beaucoup trop aventureuses. Quand ding-dongeling-dang, voilà que sa sonnette retentit derechef, comme si quelques petits hobbits s'évertuaient à en arracher la poignée. Il y a quelqu'un à la porte, dit-il silant. 4, m'est avis d'après le son, dit Fili. D'ailleurs, nous les avons vus venir au loin derrière nous. Le pauvre petit hobbit s'assit dans le vestibule et mit sa tête dans ses mains, se demandant ce qui allait arriver et s'ils allaient tous rester pour le dîner. Alors la sonnette retentit plus fort que jamais et il dut courir à la porte. Il n'était pas 4 finalement, mais 5. Un autre nain était arrivé pendant qu'il se posait des questions dans le vestibule. À peine avait-il tourné le bouton qu'ils étaient tous entrés et qu'ils saluaient en disant l'un après l'autre « Pour vous servir ». Ils s'appelaient Dori, Nori, Ori, Oin et Glowin. Presque tout aussitôt, 2 capuchons pourpres, un gris, un brun et un blanc, se trouvèrent suspendus au pater et ils allèrent retrouver les autres à la queue leu-leu, leurs larges mains enfoncées dans leur ceinture or ou argent. Cela faisait déjà presque une foule. Certains demandaient de la bière blonde, d'autres de la brune, un du café et tous des gâteaux. Aussi le hobbit fut-il très occupé durant un moment. Un grand pot de café venait d'être installé dans l'âtre, les gâteaux à l'anis avaient disparu et les nains s'attaquaient à une assiette de petits pains beurrés quand vint un rude pan-pan sur la belle porte verte du hobbit. Quelqu'un cognait avec une canne. Bilbo se précipita dans le vestibule, très mécontent, mais en même temps abasourdi et troublé. C'était le mercredi le plus embarrassant de tous ceux dont il eut souvenance. Il ouvrit la porte d'un mouvement si brusque qu'ils s'écroulèrent tous l'un sur l'autre à l'intérieur. Encore des nains, 4 de plus. Et derrière, il y avait Gandalf, qui, appuyé sur son bâton, était agité d'un grand rire. Il avait fait une véritable encoche sur la belle porte. Il avait également supprimé, soit dit en passant, la marque secrète qu'il avait tracée la veille au matin. J'espère pour notre ami Hobbit qu'il ne s'agit pas là du début d'une aventure. En tout cas, c'est à vous de me dire en commentaire si vous souhaitez que nous allions plus loin dans l'histoire de Bilbo le Hobbit ou si vous souhaitez passer encore un peu de temps avec Maître et Marguerite de Bulgakov. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à suivre cette émission. C'est un vrai plaisir de lire pour vous, de lire avec vous et j'aime beaucoup en particulier les commentaires que je reçois de gens qui me disent « Tiens, vu que tu n'as pas terminé tel livre, je l'ai poursuivi de mon côté. » C'est pour ça qu'on fait ça. On fait ces émissions pour mettre un peu plus de littérature dans nos vies, parce que ça nourrit notre culture, que ça stimule notre imagination, et que tout cela fera de nous des hommes meilleurs, des orateurs et des oratrices plus compétents. Prenez bien soin de vous, passez un bel été, et à bientôt.